Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire du 5 avril 2024 dédié aujourd'hui à la prévention et le dépistage du cancer colorectal. Donc un peu en retard par rapport à Mars Bleu, mais il n'est jamais trop tard pour parler de ces sujets. Donc avant d'aborder ou de rentrer dans le vif du sujet, juste pour vous présenter le réseau NACRE rapidement pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc nous sommes un réseau de recherche présent depuis 24 ans maintenant en France, qui se positionne à la fois sur la coordination et la fédération de la recherche collaborative en nutrition et cancer, mais aussi sur la formation des professionnels de santé et l'information des publics et l'expertise collective, soutenue donc par INRAE et par l'Institut national du cancer depuis 2005, avec presque une quarantaine d'équipes de recherche en France et bientôt en Europe. Presque 450 experts, un site web qui a changé tout récemment d'ailleurs, qui est maintenant raisonnacre.eu, justement pour faciliter l'accueil des équipes européennes bientôt, des événements annuels pour le grand public, pour les patients, et le webinaire donc, que vous connaissez certainement maintenant, avec 9 webinaires qui sont déjà disponibles. Donc c'est un rendez-vous scientifique trimestriel, plutôt destiné aux professionnels de santé et à la communauté scientifique sur la thématique nutrition, activité physique et cancer ou un expert ou des experts, comme c'est le cas aujourd'hui, nous feront une présentation sur leur domaine de travail ou leur domaine de recherche. Et après, vous aurez donc l'opportunité de dialoguer avec eux. Donc, tous les webinaires sont disponibles sur notre chaîne YouTube et notre site web. Donc, vous pouvez juste vous connecter sur notre site et trouver les épisodes précédents. Et voilà, je ne vais pas être plus long que ça. Il me reste donc de vous souhaiter la bienvenue, de vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Et donc, je vais présenter nos 3 experts du jour, avec notre première experte donc, qui est Mélanie Deschazos-Tanguy, qui est chargée de recherche à l'Institut national de santé et de recherche médicale dans une unité qui s'appelle le CRES, Centre de recherche en épidémiologie et statistique, l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle. Donc Mélanie qui est spécialiste des questions de nutrition en lien avec le microbiote et la santé plus généralement. Notre deuxième experte est Annie Cohen-Akenin, qui est coordinatrice des programmes de dépistage à l'Institut national du cancer, donc plus précisément au pôle santé publique, département prévention, j'espère que je l'ai dit correctement, et Raït Mrad, qui est donc chef de projet qui s'occupe aussi de la coordination des dépistages au sein de l'Institut national du cancer. Donc, on va commencer par une présentation de Mélanie, plutôt sur les aspects de prévention du cancer colorectal, avec un petit focus donc, sur l'alimentation et le microbiote intestinal. Mélanie, à toi. Merci. Je partage mon écran. Et donc, pour interagir, n'hésitez pas donc à nous envoyer vos questions et réponses via l'onglet questions et réponses et pas via l'onglet chat. Laissez donc les chats juste si vous avez des choses à nous faire remonter. Mais ce sera donc l'onglet questions et réponses qui va être modéré pour vos questions et réponses. Et merci. Merci Bernard. Donc bonjour à tous. Donc comme ça a été dit, donc je suis Mélanie Deschazos, je suis chargée de recherche à l'INSERM et je vais vous présenter, je vais vous faire un peu un panorama en fait des relations qu'on établit entre les facteurs nutritionnels et le cancer colorectal, avec un petit focus à la fin sur le rôle du microbiote intestinal dans le cancer colorectal. Une brève présentation de mon équipe de recherche, donc l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle. Dans cette équipe, on cherche à étudier le lien entre l'alimentation et la santé à la fois humaine et planétaire. On s'intéresse aussi aux mécanismes qui sous-tendent ces associations, et en particulier donc le microbiote intestinal, et également les déterminants des comportements nutritionnels dans le but de fournir dans le but d'aboutir à des outils et des politiques de santé publique. Donc, je vais donc passer en revue les facteurs nutritionnels en lien avec le risque de cancer colorectal. Donc, tout d'abord, quelques chiffres, donc avec les derniers chiffres du Globocan qui sont donc sortis tout juste hier, pour donner un peu un aperçu de ce que représente le cancer colorectal en France, avec donc
Le cancer colorectal, c'est donc le troisième cancer en incidence chez les hommes et le deuxième chez les femmes, et avec une situation inversée pour la mortalité, puisqu'il s'agit du deuxième cancer en termes de mortalité chez les hommes et le troisième chez les femmes. Donc on voit que c'est un site de cancer qui a toute son importance en termes d'incidence et de mortalité. Évidemment, comme tous les cancers, le cancer colorectal possède donc plusieurs facteurs de risque, des facteurs de risque qui sont multiples, avec notamment l'âge, le sexe, certaines prédispositions génétiques, mais il y a aussi un volet comportemental assez important. Et donc, il est important, au vu de l'importance de ce cancer et de ces leviers de prévention, en fait, il est vraiment important de cibler la prévention sur les facteurs de risque évitables, et parmi lesquels se trouve la nutrition. Donc, la nutrition, elle peut avoir un rôle ambivalent hein, dans le développement du cancer, puisqu'elle peut être source de facteurs de risque de facteurs protecteurs. Parfois, on peut aussi avoir un effet des mêmes composés qui peut être différent en fonction de s'ils sont apportés par l'alimentation, par exemple, ou par des compléments alimentaires, en fonction de la quantité, en fonction des modifications qui ont pu être apportées, notamment via les aspects de transformation des aliments. Et en fait, l'effet des constituants alimentaires va se situer dans le temps long, puisque on va avoir en fait si on a un régime monotone avec la répétition des mêmes expositions, on va avoir un effet qui peut être augmenté. Un bref rappel sur le développement tumoral avec le cas du cancer du côlon. En fait, le développement tumoral va résulter de deux types d'événements qui vont se superposer. On va avoir d'une part des altérations génétiques qui vont être liées par exemple à des facteurs d'agression. Ces altérations génétiques, elles peuvent être soit héritées, donc notamment dans le cadre de certaines formes familiales de cancer, et en particulier pour le cancer colorectal, il en existe certaines, où elles peuvent être acquises, donc comme je disais, via des facteurs de stress. Ces altérations génétiques vont être irréversibles. Et ensuite, on va avoir une modification des régulations au niveau cellulaire et tissulaire qui, elles, vont être en partie réversibles et qui vont expliquer la multiplication des cellules anormales et la progression tumorale. Tous ces processus en fait vont dépendre au niveau de l'organisme en fait de mécanismes qui vont finalement pas fonctionner ou mal fonctionner, notamment certains processus de détoxication qui permettent normalement d'éliminer les agents d'agression. Il va y avoir aussi une diminution de la mort cellulaire qui permet normalement d'éliminer les cellules anormales, et un échappement aux défenses immunitaires qui permet normalement de réguler les croissances cellulaires anormales. Et les facteurs nutritionnels, en fait, vont agir sur tous ces mécanismes, puisqu'ils vont être impliqués, certains nutriments vont être impliqués dans la détoxication, par exemple, des substances cancérogènes, peuvent exercer des freins, par exemple, pour certains gènes, vont avoir un effet plutôt promoteur de l'immunité. Et à l'inverse, ils peuvent aussi avoir un effet plutôt activateur de différents processus délétères. Donc, ceci étant posé, comment est-ce qu'on établit maintenant le lien entre les facteurs nutritionnels et le risque de cancer colorectal? C'est tout d'abord c'est vraiment une démarche d'expertise collective, puisqu'il faut bien avoir en tête qu'une seule étude, peu importe la méthodologie et la manière dont elle est promue dans les médias, ne suffira pas à établir la relation entre un facteur donné et le risque de maladie. On a besoin de différents types d'études, des études au niveau populationnel, épidémiologique, mais des études aussi au niveau mécanistique, au niveau cellulaire chez l'animal, pour permettre d'établir justement d'avoir des notions au niveau populationnel et de mécanismes plausibles pour l'effet d'un facteur nutritionnel donné. Et seule en fait une évaluation de l'ensemble des résultats disponibles à un instant donné, avec une expertise scientifique collective, une méthodologie rigoureuse, va permettre de faire le point sur les connaissances, et, euh, et préciser un niveau de preuve, et s'il est suffisant, aboutir à des recommandations.
Évidemment, cette démarche est en perpétuelle actualisation puisque la recherche produit en permanence de nouveaux résultats qui peuvent faire évoluer l'état des connaissances et donc l'évaluation va être un processus vraiment de continu de mise à jour pour faire évoluer les niveaux de preuve et les recommandations. Dans le domaine du cancer, on a deux expertises collectives internationales majeures qui sont celles du Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS et celle du World Cancer Research Fund, qui tous les, donc les, tout pardon, le Centre international de recherche sur le cancer va s'intéresser plutôt aux agents suspectés d'être cancérogènes pour l'homme, donc uniquement des agents plutôt délétères, mais qui vont être liés à différents domaines de la vie quotidienne et pas seulement l'alimentation. Et pour le WCRF, on va s'intéresser uniquement à des facteurs nutritionnels, et cette fois-ci susceptibles d'augmenter ou de diminuer le risque de cancer. Donc les deux organismes vont faire d'une revue systématique de la littérature, mettre en lien des études donc plutôt épidémiologiques chez l'homme avec des éléments mécanistiques chez l'animal et vont évaluer le niveau de preuve et proposer une classification. Donc, dans le cas du cirque, en fait, on va avoir une classification avec le groupe 1, groupe 2A, groupe 2B, groupe 3, groupe 4. Et dans le cadre du WCRF, on va avoir des niveaux de preuve convaincants, probables, limités, non concluants. Quand on regarde les niveaux de preuve du WCRF, en fait, là, c'est la matrice globale qui croise toutes les localisations de cancer et les facteurs nutritionnels avec les niveaux de preuve qui sont forts. On peut voir que en fait, le cancer colorectal, qui est ici encadré, est en fait le cancer pour lequel on a le plus de facteurs nutritionnels susceptibles d'agir, soit en facteur de protection, soit en facteur délétère par rapport à son incidence. Quand on regarde de plus près, en fait, on a différents facteurs qui ont été établis avec un niveau de preuve important. Donc, par exemple, on va avoir en diminution de risque de cancer colorectal, on va retrouver l'activité physique, la consommation d'aliments qui contiennent des fibres, en particulier les céréales complètes, la consommation de produits laitiers et les suppléments en calcium. Et à l'inverse, certains facteurs sont susceptibles d'augmenter le risque de cancer, et c'est le cas des charcuteries, de l'alcool, de l'adiposité et de la consommation de viande rouge. Au niveau du cirque, en fait, certains facteurs, donc on retrouve par exemple les boissons alcoolisées, les charcuteries et les viandes rouges qui ont aussi été classées comme probablement cancérogènes ou cancérogènes pour l'homme. Si on passe en revue un par un les différents facteurs, donc on voit que ces facteurs ne sont pas impliqués que dans le risque de cancer du côlon, mais le cancer du côlon rectum fait partie de ces cancers qu'on peut attribuer en partie à certains comportements nutritionnels. C'est le cas notamment de la consommation d'alcool. Avec donc une augmentation de risque au bout avec la consommation moyenne d'un verre par jour, peu importe le type de boisson alcoolisée, avec des mécanismes qui impliquent notamment la transformation d'éthanol en acétaldéhyde, qui est un cancérogène établi, l'inflammation et le métabolisme des folates, notamment au niveau colorectal. On retrouve aussi le surpoids et l'obésité avec des mécanismes qui vont être liés à la résistance à l'insuline, la production de facteurs de croissance, des facteurs inflammatoires. Euh, et euh, et on va avoir aussi des facteurs nutritionnels qui vont jouer sur ce risque de surpoids et d'obésité, avec notamment euh, l'activité physique qui va diminuer le risque, les aliments qui contiennent des fibres qui vont diminuer ce risque, et à l'inverse, plutôt la sédentarité, les boissons sucrées et un régime de type occidental qui vont augmenter le risque. Pour les viandes rouges et les charcuteries, donc là, c'est un facteur qui est plutôt spécifique au cancer du côlon, avec des mécanismes en fait qui vont impliquer des interactions entre le fer contenu notamment dans les viandes rouges et les lipides, par exemple, qui vont produire des composés toxiques au niveau du côlon, qui vont aboutir qui vont finir par impacter la muqueuse intestinale et le développement du cancer du côlon. On peut avoir aussi, notamment via les charcuteries, la formation de composés N-nitrosés à partir des nitrites qui sont présents dans les charcuteries et qui vont de la même façon avoir des effets délétères sur la muqueuse du côlon.
Maintenant, des facteurs protecteurs, donc on en a quelques-uns, notamment donc la consommation de fruits et légumes, puisque les fruits et légumes vont apporter un ensemble de composés qui vont moduler la cancérogénèse, qui vont aider notamment à améliorer le métabolisme des xénobiotiques, c'est-à-dire l'élimination des facteurs potentiellement délétères, qui vont stimuler le système immunitaire, qui vont réguler la prolifération cellulaire, etc. Donc vraiment un très nombreux rôles des composés présents dans les fruits et légumes de manière générale. Les fibres, là, c'est vraiment un peu spécifique au cancer du côlon pour l'instant, en tout cas de manière avérée, puisque donc les aliments riches en fibres vont permettre de nourrir le microbiote intestinal, notamment d'avoir un bon équilibre de ce microbiote, puisque c'est la source alimentaire privilégiée des bactéries intestinales. Mais ils vont aussi avoir un effet un peu mécanique, les fibres vont avoir un effet mécanique en éliminant certains composés délétères au niveau intestinal, notamment en stimulant le transit et en adhérant à ces composés pour les éliminer plus facilement. Ils vont avoir un effet également dans la réduction de l'inflammation et vont finalement l'interaction entre les fibres et les bactéries intestinales vont former des composés qui s'appellent les acides gras à chaîne courte, qui sont des sources d'énergie privilégiées pour les cellules du côlon également. Donc tout ça permet une bonne homéostasie au niveau local. Enfin, les produits laitiers, donc ça encore, c'est encore un facteur qui est spécifique au cancer du côlon et on a plusieurs hypothèses de mécanismes avec notamment la présence de calcium qui agirait favorablement sur des processus de cancérogénèse au niveau colique et la présence de bactéries lactiques, notamment dans les produits fermentés pardon, comme le yaourt, qui pourrait avoir un effet probiotique, c'est-à-dire un effet plutôt bénéfique sur la flore intestinale. Pour finir, l'activité physique, donc qui est impliquée pour différents cancers, et notamment le cancer du côlon, avec des mécanismes qui sont liés à, encore une fois, l'accélération, par exemple, du transit intestinal, qui permet de réduire le temps de contact entre certains composés délétères et le risque et la muqueuse colique. Je vais passer maintenant à quelques notions en fait sur comment le microbiote intestinal interagit avec le cancer colorectal. Donc tout d'abord, le microbiote, hein, c'est cet ensemble, cet écosystème composé de milliards de micro-organismes qui habitent nos intestins, et pas uniquement nos intestins, mais là, en l'occurrence, celui qui nous intéresse au niveau de nos intestins. Donc en termes quantitatifs, hein, ça représente 10 puissance 11 micro-organismes par gramme de sel, donc vraiment une population très nombreuse. Et on estime que ce microbiote intestinal serait, en termes quantitatifs, serait à peu près à égalité en termes de ratio avec les cellules humaines, donc ce qui fait de l'homme un organisme hautement symbiotique, en symbiose avec les microbes qui habitent à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Cette symbiose entre le microbiote et l'hôte a des bénéfices mutuels. C'est un rôle clé dans l'immunité avec donc notamment la stimulation, l'éducation du système immunitaire dès la naissance, un rôle de barrière intestinale qui permet de prévenir de prévenir l'inflammation et de prévenir aussi l'interaction afin de limiter les interactions néfastes avec certains pathogènes. Le microbiote va aussi permettre de produire de l'énergie, des vitamines, des métabolites à partir de certains composés alimentaires que nous ne sommes pas capables de dégrader et va également être impliqué dans le métabolisme donc des xénobiotiques ou d'autres composés qui pourraient être toxiques sinon. En revanche, à l'inverse, un déséquilibre de ce microbiote a été associé à des dérèglements au niveau immunitaire et métabolique et au développement de pathologies chroniques, donc vraiment une attention particulière apportée à ce microbiote. La composition du microbiote est liée à différents facteurs. Donc, il y a certaines études qui ont suggéré un effet, par exemple, de la génétique. Mais principalement, en fait, ce serait principalement lié à notre environnement, donc l'environnement de vie, notamment l'environnement bactérien, la prise de médicaments, les expositions environnementales, et parmi lesquelles, donc, on a aussi l'alimentation avec l'apport de différents composés qui vont nourrir ou stimuler certaines populations bactériennes par rapport à d'autres.
Pour ce qui est du microbiote en lien avec le risque de cancer, en lien avec le développement de cancer colorectal, en fait, il y a des différentes études qui ont été menées, notamment chez l'animal, qui ont montré que différentes bactéries pouvaient avoir des effets sur le différents donc, hallmarks du cancer, donc les différentes caractéristiques propres au développement tumoral. Donc, par exemple, on peut avoir, là, vous voyez sur le schéma à gauche, on va avoir en bleu certaines bactéries, donc qui s'appellent donc Bacteroides fragilis, qui vont avoir un impact sur, par exemple, l'inflammation au niveau local, plutôt favorable au développement tumoral, des effets sur l'ADN pour enfin, voilà, des impacts d'altération d'ADN et vont causer des mutations, et également un impact sur la prolifération cellulaire. De la même façon, on retrouve aussi certains composés produits par des Escherichia coli. On va retrouver aussi Faecalibacterium nucleatum, qui est une bactérie qui est vraiment bien établie, hein, pour le risque de cancer colorectal maintenant. Et on retrouve aussi Enterococcus fecalis sur, encore une fois, les aspects de altération au niveau de l'ADN. Tous les éléments qui sont encadrés en rouge, en fait, sont également retrouvés au niveau chez l'homme, en fait, soit chez des patients avec une inflammation intestinale ou encore dans des tissus et des selles de patients avec un cancer colorectal. En termes de mécanisme, en fait, sur comment le microbiote est susceptible de promouvoir cette cancérogénèse au niveau colorectal, en fait, vous avez à droite différents processus. Donc, par exemple, on va avoir une modification de la composition du microbiote. On ne sait pas encore très bien, enfin voilà, c'est encore des pistes de recherche sur est-ce que cette modification, finalement, elle est vraiment en amont du cancer colorectal, ou est-ce que finalement c'est un processus un petit peu bidirectionnel. Donc on va avoir une modification en tout cas de cette composition du microbiote avec certaines bactéries qu'on va appeler drivers ou opportunistes, qui vont vraiment soit vraiment s'engager des processus cancérogènes, ou alors profiter du nouvel environnement qui s'est créé pour proliférer. On va avoir notamment l'augmentation de bactéries avec des capacités génotoxiques, donc qui peuvent avoir des impacts au niveau des cellules coliques, une détérioration de la barrière intestinale, un influx de micro-organismes qui peut causer donc de l'inflammation, une activation du système immunitaire anormal et à terme des altérations de l'ADN. Donc voilà un petit peu différents mécanismes rapidement qui expliquent pourquoi le microbiote intestinal pourrait être impliqué dans le risque de cancer colorectal. Mais au-delà de cette promotion donc, du cancer, enfin, cette initiation et cette promotion du cancer colorectal, en fait, le microbiote intestinal pourrait être aussi une cible intéressante à deux niveaux. Pour une source potentielle de biomarqueurs, puisqu'on a vu que certaines compositions du microbiote intestinal étaient spécifiques au développement du cancer. Donc, on pourrait très bien imaginer des biomarqueurs au niveau du microbiote qui pourraient être des signes de détection précoce de cancer. On pourrait avoir des signatures aussi qui pourraient être pronostiques de certaines évolutions du cancer colorectal, ou encore des biomarqueurs prédictifs, donc soit du risque de cancer colorectal, soit de la réponse au traitement et notamment de certains effets adverses. Dans un autre pendant, en fait, le microbiote pourrait être aussi une cible potentielle pour la prévention et le traitement du cancer colorectal. Donc, c'est par exemple trouver des solutions pour modifier le microbiote pour prévenir le développement du cancer colorectal en population, notamment à risque, et modifier ce microbiote pour améliorer la réponse au traitement et limiter les effets néfastes. Et parmi les approches de modulation possible du microbiote, on retrouve un rôle important de la nutrition, ce qui permet de reboucler avec la première partie de ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Mélanie. Je passe donc la parole à Annick et Reit. Je vais reprendre la main. Bonjour à tous. Annick, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, réactiver votre caméra parce que je la vois plus. Vous ne me voyez plus. Alors, attendez. Oui, exact. Voilà.
que vous voyez? Super, merci beaucoup. Très bien. Bon, alors, je vais me permettre donc de faire un, un peu un diaporama aussi du programme national de dépistage organisé du cancer colorectal, notamment en précisant sa pertinence, hein, et aussi au travers des modalités de dépistage et du taux de couverture des campagnes, un peu exposer son efficacité, hein, son impact en population générale et puis aussi son impact individuelle au regard des modalités organisationnelles. Et puis enfin, discuter sur les améliorations, les perspectives d'évolution de ce programme de dépistage. Juste je voudrais quand même préciser au niveau de l'INCa, hein, c'est une agence d'expertise hein, sanitaire et scientifique en cancérologie de l'État chargé de coordonner des actions de lutte contre le cancer. Le département, justement, prévention produit un certain nombre d'expertises sous forme de recommandations ou de recommandations nationales ou des référentiels, des rapports d'avis toujours dans le cadre de saisine du ministère chargé de la Santé. Voilà, c'est dans une perspective d'éclairer les décideurs. Donc, pour commencer, je vais donner quand même un certain nombre d'éléments de contexte, notamment sur l'histoire sur l'histoire du dépistage, du programme de dépistage en sachant qu'avec quelques dates clés sur ce programme de dépistage qui a commencé il y a bien plus de 15 ans. Notamment, il a été mis en place en 2009 avec une génération du programme suite à un certain nombre d'expérimentations qui ont été faites en 2002 sur différents territoires. Après, il y a eu un déploiement donc de 2009 jusqu'à 2015. Et l'année 2015, c'est une date clé puisqu'il y a eu une modification du test de dépistage avec un test immunologique qui est beaucoup plus sensible que le test précédent et beaucoup plus facile sur l'usage. Puis après, il y a un certain nombre de rapports qui ont été publiés pour améliorer ce programme de dépistage avec une rénovation des programmes de dépistage organisés, dans l'ensemble des programmes de dépistage organisés, notamment il y a eu la stratégie décennale hein, qui a été publiée en 2021 ayant pour objectif de réduire de plus de 60 000 les cancers évitables. Et puis après, la feuille de route sur le dépistage avec une douzaine d'actions devant contribuer à diminuer l'incidence, la gravité, la mortalité des cancers en France. Et dernièrement, notamment, l'arrêté de dépistage qui a été publié en janvier 2024 qui porte sur une nouvelle organisation des programmes de dépistage organisés, notamment avec le pilotage des invitations par l'assurance maladie, le recentrage des missions des CRCDC et sur les missions de suivi des personnes dépistées, et puis aussi les déploiements des actions aller vers impliquant différents acteurs de prévention, notamment en ce qui concerne les inégalités d'accès territoriales et sociétales de ce dépistage, des programmes de dépistage. Dans ce contexte, je vais centrer ma présentation en rappelant quelques données de contexte épidémiologique et étiologique du cancer colorectal, revenir sur la pertinence de la mise en place de ce programme de dépistage et sa stratégie en France, présenter un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent d'évaluer et faire le suivi de ce programme de dépistage, tant en termes de participation, performance, efficacité, impact et efficience. Et puis, au vu de ces résultats, apporter une réflexion sur les perspectives d'amélioration en termes de leviers, d'obstacles et les actions qui sont mises en cours à moyen, qui sont en cours d'être mis en place ou à moyen terme ou à plus long terme. Donc, sur la partie incidence, non, non, non,
Donc, on voit sur l'incidence au niveau national, euh, vous voyez la France qui est quand même à un niveau, à une tranche, un des tranches les plus élevées en termes de taux d'incidence par rapport au monde. Donc là, c'est un peu pour situer le cancer colorectal en France par rapport au monde. Alors, Mélanie a présenté un certain nombre de données, notamment en termes d'incidence et de prévalence, d'incidence et de décès. Donc, on a une différence, comme elle avait indiqué, entre les hommes et les femmes. C'est le troisième cancer en termes d'incidence, avec le troisième chez les femmes et le deuxième chez les femmes, avec à peu près 47 000 nouveaux cas par an, en sachant que l'âge médian chez les hommes est à peu près de 71 ans en termes de diagnostic et 73 ans en termes pour les femmes. Sur la partie euh, en termes de décès, euh, on est aux alentours de 77 000, avec chez les hommes deuxième cancer et troisième cancer chez les femmes. Voilà. Euh, pour vous situer dans une perspective par rapport aux autres cancers, la cancer de la prostate en incidence, on est un peu plus au-dessus, aux alentours de 60 000. Et pour le cancer, idem pour le cancer du sein et le poumon, on est aux alentours de 40 000. En termes de mortalité, on a le poumon quand même, qui est à peu près 33%, donc bien au-dessus. Et on a le sein qui est aux alentours de 12 000 et prostate aux alentours de 8 000. Voilà, la prévalence, on a à peu près à 418 000 personnes ayant un cancer colorectal en 2017 qui ont été identifiées. Euh, voilà, pour voir un peu les évolutions de cette incidence. Alors, je ne vois plus mes chiffres. Oups, j'ai les graphiques. Voilà. Le taux d'incidence. On voit qu'il y a, depuis 1990, en termes d'incidence et mortalité, on a une baisse, mais qui commence à stagner depuis quelques années. On a une différence en termes d'évolution d'incidence par rapport à 2010 entre les hommes et les femmes, où il y a une petite augmentation par rapport pour les femmes, contrairement aux hommes. Mais par rapport aux autres cancers, on est quand même à un niveau d'augmentation qui est largement beaucoup plus faible. Par exemple pour le poumon, pour la femme, pour le cancer du poumon. Sur le taux de mortalité, par contre, il baisse continuellement. Voilà. Euh, faut savoir, en France, on évalue à peu près qu'une personne sur 20 à 30 va développer un cancer colorectal dans sa vie. Ça va toucher à peu près 4% des hommes et 2% des femmes sur la vie entière. Donc, si je me réfère, on est à peu près peut-être 300 personnes étant inscrites à ce webinaire. Donc, on devrait atteindre, si je fais le calcul, à peu près tourner aux alentours de 3%. Dites-moi 30, ouais, un peu plus, 80. Oh, bon, vous voyez à peu près. Voilà. Donc, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est quand même un cancer qui évolue, et ça, c'est très important dans le cadre d'un programme de dépistage qui va évoluer longtemps, pour lequel on aura des cellules, des lésions précancéreuses, et que 10 ans, ça va à peu près mettre 10 ans pour évoluer vers un cancer colorectal. Les facteurs de risque, je ne vais pas revenir là-dessus puisque Mélanie les a soulignés, sauf qu'il faut savoir qu'il y a à peu près, et ça c'est important dans le cadre du programme de dépistage, que 90% des personnes qui vont avoir un diagnostic avec un âge supérieur à 50 ans. Et c'est cette population pour laquelle on va s'intéresser dans le cadre des programmes de dépistage, qui est
qui va être centré avec un risque aux alentours pour ces personnes-là de développer un cancer de 3 à 4% en vie entière, pour lequel on va mettre en place un dépistage organisé. Pour les autres personnes dites à risque un peu plus élevé, euh, ou élevé, ou voire très élevé, il va y avoir un autre dépistage qui va être mis en place avec un autre parcours de dépistage et qui va être plus un dépistage individuel et qui sera adapté au niveau du risque. Voilà, sur la pertinence du programme de ce programme de dépistage, on a, euh, ça reste un cancer dès qu'il est détecté tôt. Voilà. Voilà. Euh, il a un bon pronostic, en sachant que la survie relative, lorsqu'on est à un stade précoce, le risque à 5 ans est aux alentours de 90%. Aujourd'hui, au niveau du risque du survie net à 5 ans, pour quel que soit le stade, on est aux alentours de 63% en France. Et un survie à 10 ans, on est à 52%. Donc, on a observé une amélioration globale du pronostic ces dernières années des personnes atteintes du cancer, qui est notamment, il y a une dizaine d'années, il était aux alentours, la survie nette à 5 ans était aux alentours de 52%. Donc, on a gagné à peu près un peu plus de 10 points en pourcentage. Bien sûr, il est relatif au dépistage, au progrès thérapeutique. Il y a d'autres améliorations de la prise en charge. En France, il n'y a pas d'études avec un niveau de preuve suffisant permettant d'indiquer la part de cette amélioration de la survie au regard des différentes interventions, que ce soit par exemple le dépistage. Euh, Concernant l'intérêt de la mise en œuvre d'un programme de dépistage, je me permets de rappeler un certain nombre de critères qui est retenu par l'OMS, qui a été mise à jour dernièrement en 2020. Normalement, le premier, c'est quand même le critère, un des premiers, c'est la gravité fréquente de pathologie. Mais en lui-même, c'est très important, il ne suffit pas. C'est pas parce qu'une pathologie a un niveau assez grave et avec une fréquence importante dans la pathologie, dans le pays, qu'elle suffit elle-même à mettre en place un programme de dépistage. Il faut avoir en plus que l'existence d'une période où la maladie est asymptomatique, comme c'est dans le cas du cancer colorectal, puisque vous avez vu, il faut une dizaine d'années d'évolution, qu'il y ait une population à risque bien définie, par exemple, en l'occurrence par rapport à l'âge, à partir de 50 ans, où on a plus de 90% des gens diagnostiqués avec un cancer, avec ce type de plus de 90% des gens avec ce cancer à partir de 50 ans, la nécessité de pouvoir détecter les cancers les plus tôt possible, notamment avec un certain nombre de tests qui est relativement assez sensibles, et donc l'existence d'un test de dépistage adapté, simple à mettre en œuvre, assez fiable et reproductif et valide, c'est-à-dire permettre aussi la faisabilité de mettre en place ce programme de dépistage. Pour les autorités, sur le programme, un programme de dépistage des cancers, il a pour objectif, de rechercher euh, euh, chez des sujets asymptomatiques, donc pour lesquels il n'y a pas la déclaration de la maladie, une maladie préexistante, mais dans le cadre de ce dépistage, notamment par rapport aux autres dépistages, c'est pas seulement la maladie préexistante, mais là, avec des prémices, on regarde avec des lésions précancéreuses. Donc, elle permet d'une part d'éviter un cancer, mais aussi, plus il est diagnostiqué tôt, de permettre de guérir. Donc, de ce programme a pour objectif de garantir pour chaque personne de la population cible un accès égal au dépistage sur l'ensemble du territoire avec un dépistage pérenne et avec un niveau de qualité élevé. Un programme de dépistage, en fait, il est assez complexe parce c'est un processus avec
plusieurs étapes, notamment la sélection des personnes à inclure, que ce soit par invitation ou par autre, avec une sollicitation. Il y a la réalisation des tests qui peut être dans le cadre d'une procédure, un parcours euh, d'examen, que ce soit un examen, un test de dépistage, que après les examens de confirmation, et de là notamment la coloscopie ou l'analyse un impact. Pour définir une stratégie de dépistage, il y a un ensemble de critères qui vont être pris ensemble, qui sont multiples, que ce soit l'impact en santé publique. Il faut qu'il soit élevé, le test de dépistage qui soit performant, sensible et spécifique. On va aussi prendre en compte, le programme doit prendre en compte l'utilité clinique de ce dépistage en termes de mortalité, par exemple. La qualité aussi, mettre en place des systèmes pour garantir la qualité et la sécurité de façon pérenne. On va toujours l'associer à une balance bénéfice-risque. Et puis, on va aussi évaluer son efficience euh, et, euh, et aussi déterminer le taux de participation suffisant pour avoir les bénéfices attendus. Et puis aussi vérifier sa faisabilité en pratique. Et puis toujours regarder les aspects éthiques et équité. Ce qui nous permettra après de définir la population cible, les parcours des examens, les seuils de positivité, les examens de confirmation qu'il va falloir intégrer dans la procédure de dépistage, la fréquence du dépistage et puis aussi sa durée de répétition. Ici. Donc aujourd'hui, les recommandations pour ce programme de dépistage, c'est pour les hommes et les femmes de 50 à 74 ans, à risque moyen de développer un cancer colorectal, et qui soit asymptomatique et sans antécédent, c'est la réalisation d'un test immunologique de recherche de sang occulte dans les selles tous les 2 ans. Et en cas de résultat positif, réaliser une coloscopie de diagnostic. Voilà. En termes de population cible, on est aux alentours de 2,1 millions d'hommes et de femmes pour une campagne de 2 ans. Hein. Il y a un certain nombre de critères qui excluent les femmes âgées de 50 à 74 ans. Ils représentent à peu près 13% de cette population cible. Et les critères, c'est par exemple les personnes ayant réalisé un test ou une exploration digestive, les personnes nécessitant une exploration de coloscopie ou à risque élevé, nécessitant un suivi très spécifique et voire très élevé. Voilà, l'enjeu en santé publique de ce programme de dépistage, c'est de réduire, comme j'en ai parlé, le nombre de décès par cancer colorectal, réduire aussi le nombre de nouveaux cas de cancer, atteindre au moins les recommandations, c'est d'atteindre au minimum 60% de participation du dépistage organisé et de réduire aussi les inégalités d'accès au dépistage. Je voudrais juste faire un focus et de rappeler les avantages d'un programme de dépistage. C'est d'avoir un suivi régulier. La prise en charge des frais est à 100%. Un programme doit répondre à des exigences toujours de qualité stricte. Il permet, comme je l'ai dit, d'éviter un certain nombre de cancers et d'offrir des réelles chances de guérison et une réduction de mortalité à partir du moment où elle est diagnostiquée relativement tôt, et aussi donc de réduire les traitements à terme qui pourraient être moins lourds pour une meilleure qualité de vie, les séquelles moindres et gagner des années de vie, voilà, et éviter un certain nombre de décès. Donc, en termes d'évaluation du programme des dépistages, il y a un certain nombre de critères qui ont été retenus, en rappelant que l'objectif, c'est de détecter une lésion précancéreuse ou cancéreuse à un stade le plus précoce possible. Un, vous l'avez vu, c'est le taux de participation. Aussi, on va évaluer les taux de tests positifs, le nombre de cancers et d'adénomes colorectal qui vont être identifiés, les risques et les inconvénients, que ce soit au regard des examens ou que de la procédure.
Et puis aussi, on va évaluer l'impact populationnel ou individuel euh, en termes d'incidence, de mortalité, de cancer évité, d'années de vie ajustées, de qualité de vie et de coût d'efficience. C'est ça, cet ensemble de critères nous permet de juger de la qualité de la procédure du programme de dépistage en France et de le permettre de le suivre et faire des ajustements éventuels ou des modifications pour améliorer ce programme de dépistage. Donc, dans le cas du taux de participation, donc il faut savoir, on a à peu près un recul un peu plus d'une dizaine d'années. Euh, il est à peu près, si on regarde bien, vous voyez, il est aux alentours de 34%, donc en dessous des recommandations européennes, qu'elles soient acceptables ou recommandées, hein, acceptables aux alentours de 45%. On a noté que pendant la pandémie, on n'a pas vu de conséquences ou une baisse réelle de la de ce taux de participation. En revanche, on a noté un certain nombre de tensions pour la réalisation de la coloscopie. Puis on a surtout un déficit, près de 250 000 coloscopies qui n'ont pas été réalisées pendant cette période et qui n'ont pas été finalement rattrapées. Et vous voyez, il y a un pic de baisse du taux de participation. Non, mais en fait, c'était quand il y a eu un changement du test et c'était un problème de rupture de stock du test. Voilà. Voilà. Donc, on est à l'entour de 34% bien en dessous. Il est en plus, on a une inégalité de participation avec un certain nombre, un profil type de personnes qui plus en rupture ou non compliantes au dépistage, qui sont plutôt les femmes âgées de 50 à 60 ans, personnes en situation de précarité en marge ou en marge du système de santé ou immigrantes. Voilà. En termes de résultats, le taux de positivité actuellement, il est de 3,8%. On a eu au moment du passage, du changement du test, on était aux alentours de 4,5, alors qu'avant, on était aux alentours de 2 et quelques. Donc, on a donc le nouveau test, quand même, puisqu'il a une meilleure sensibilité, on présage que ça a permis de détecter un nombre assez conséquent de personnes ayant un cancer ou des lésions précancéreuses. Ce qu'il faut retenir, par contre, dans la procédure, on a à peu près, il y a 10% de taux de perte de vue dans toute la procédure, que ce soit du test, à un moment où on invite la personne, plutôt, on va réaliser un test et jusqu'à son diagnostic. Les délais médians entre l'invitation et les résultats augmentent ces dernières années. On a même vu d'autant de plus que le nombre de coloscopies a doublé entre 2015 et 2023. On a des tensions, notamment au niveau de la réalisation de la coloscopie. À partir du moment où il y a un test positif, il faut retenir aussi comme données sur les personnes réalisant une coloscopie, 3 sur 10 cas, il n'y aura aucune anomalie qui sera détectée. Et 1 cas sur 10, on sera plutôt dans un cancer détecté à un stade précoce. Et de façon inverse, on est à 1 cas sur 10 pour les cancers à stade avancé. Voilà, ce programme dépistage quand même en termes de valeurs prédictives positives, que ce soit pour les lésions précancéreuses, les adénomes avancés ou pour le cancer colorectal est quand même au niveau européen et quand même dans un niveau assez bon par rapport aux autres programmes européens. Voilà. Bien sûr, il y a un certain nombre d'inconvénients ou de risques de la réalisation de ce programme de dépistage, mais qui sont bien sûr majeurs quand on regarde par rapport, et là je vais vous donner après à terme l'impact et en termes de gains pour ce programme de dépistage. Euh, lié à la coloscopie, on a des complications
notamment pour la complication modérée à sévère de 1 à 4 pour 1000 pour la coloscopie et en termes de décès consécutifs aux complications, on est 1 sur 10 000 à 18 000 coloscopies. Il y a d'autres conséquences, d'autres inconvénients liés aux résultats des dépistages, les conséquences psychologiques sur la qualité de vie et puis aussi les faux négatifs. En termes on a aussi, bien sûr, en programme de dépistage, des risques liés au surdiagnostic et puis et aussi au surtraitement. Pour l'instant, j'ai pas de données concrètes par rapport au programme, par rapport au contexte français. Sur l'impact de ce programme de dépistage en termes de nombre de cancers évités au contexte français par rapport à l'absence de dépistage. Il y a une étude menée par l'INCa qui a évalué notamment son impact en prenant en compte le contexte et les modalités du programme de dépistage et sa population. On estime à peu près à 2,8 cancers colorectal évités par an en France, avec un taux de participation à 35% qui est actuel. Et ce qui devrait être attendu, ce qui au regard des 60% aux alentours, on devrait être plus. L'objectif, c'est d'atteindre les 5,7 pour 1000, donc de doubler ce nombre de cancers évités. Voilà, le cancer évité. Sur le nombre de décès évités, on est aux alentours de 3000 par an. Alors voilà. Pour un dépistage à 45%, on serait à 4000. Et puis, pour atteindre les 60% de taux de participation recommandé, on pourrait être à 6600, donc le double attendu. Euh, En termes de réduction d'impact individuel, selon l'âge de début ou de fin de dépistage, tout le long de la procédure de dépistage, la réduction du risque donc individuel de décès, selon l'âge de début. Par exemple, pour une femme, réalisant un dépistage entre 65 et 74 ans, verrait diminuer son risque de décéder d'un cancer du colorectal d'environ 35% au cours de la vie. Concernant les hommes, par exemple, ayant réalisé un dépistage entre 50 et 65 ans, elle verrait diminuer son risque individuel de décès de colorectal d'environ 25% au cours de la vie. Voilà, ça c'est les liens. En termes d'efficience, le passage notamment, il y a un certain nombre de, ce qu'on appelle la valeur du ratio coût-résultat différentiel, le RCDC, qui reflète le coût additionnel ressenti pour obtenir une unité de santé, hein, qui permet d'évaluer l'efficience au regard de différentes stratégies qui peuvent être mises, que ce soit au regard du test, mais aussi au regard de l'âge d'entrée, des différentes modalités qui peuvent être mises dans le programme des dépistages. On a noté que justement le passage au nouveau test en termes d'efficience est beaucoup plus efficiente que l'absence de dépistage. Voilà, là c'est le graphique qui vous montre ici le FIT et puis ici l'absence de dépistage. Un autre point aussi qui a été suite à cette modélisation, c'est l'extension peut-être de la population cible dans ce programme de dépistage, notamment les personnes à haut risque de développer un cancer. On a à peu près, qui représente
15% les hommes et femmes hein, dans cette tranche d'âge, à peu près 3 millions, où la modalité de dépistage est principalement une coloscopie. Alors, mais il a observé qu'il y a à peu près 30% des personnes qui ne réalisent pas cet examen alors qu'ils sont à risque de développer un cancer colorectal. Donc, il y a d'autres pistes au regard notamment de l'efficience, mais aussi en termes de niveau de risque, d'impact sur le décès qui peut être, qui pourrait permettre d'amener ces personnes à réaliser un examen, notamment à travers la réalisation du test de dépistage FIT. Donc, et cela selon le niveau de risque, ça augmenterait l'impact du décès. Donc, il y a différentes stratégies qui sont en réflexion justement pour introduire ces populations dans le programme de dépistage en réalisant par exemple ce test FIT, mais avec un seuil inférieur pour flaguer justement le test positif, mais aussi soit en le combinant avec d'autres stratégies ou bien pour une population avec un âge bien spécifique, par exemple à partir de 45 ans et qui refuse de se réaliser une coloscopie. Voilà. Et ça, c'est en réflexion pour améliorer le programme et notamment prendre en considération les personnes qui ne réalisent pas cette coloscopie alors qu'ils sont à haut risque. Donc, les perspectives d'amélioration, vous avez vu quand même. Annick, il reste juste 5 minutes pour les questions. Donc, je ne sais pas D'accord. combien de Alors, temps je vous vais en avez, vite. mais Alors, oui, juste ouais, je vais vite. rapidement pour Oui, cette oui, alors je partie. vais vite aller vite sur les axes d'amélioration. Il y a différentes possibilités, soit améliorer la performance du programme de dépistage, accroître l'acceptabilité, puisque vous l'avez vu, c'est quand même un dépistage qui est, qui est peu, pas suffisamment suivi, puisqu'on a autour de 35%, améliorer les pratiques, et notamment la qualité de l'offre, et puis diminuer les inégalités. Voilà. Alors, pour les perspectives aujourd'hui d'amélioration, c'est poursuivre les expérimentations pour permettre d'accéder plus facilement au kit de dépistage et accroître ce programme et accroître ce taux de participation, notamment la remise des kits et des dépistages sont disponibles depuis 2022 auprès des pharmaciens d'officine. Il y a d'autres réflexions qui sont en cours, notamment l'envoi à domicile du kit des dépistages pour les personnes en rupture de ce dépistage. Et puis aussi améliorer le suivi des personnes dépistées. Vous avez vu, il y a aux alentours de 10% de perte de vue. Euh, et réduire aussi les délais entre le test positif et la réalisation d'une coloscopie, permettre de favoriser les actions à l'hiver pour les populations plus vulnérables, en mettant en place un répertoire des actions innovantes, probantes, qui peuvent être transposables sur le territoire et renforcer la communication, notamment en développant des solutions numériques. Sur les perspectives à moyen et à long terme, ça serait d'étendre la population cible, que ce soit au regard de l'âge ou, vous l'avez vu, le facteur de risque. Par exemple, avec mener une réflexion qui est en cours sur des approches personnalisées du dépistage suivant le risque, que ce soit de stratifier suivant le risque et au regard de la variation du seuil du test de dépistage, mais aussi suivant les modalités, avec des rythmes ou des âges différents, par exemple. Et puis aussi le remplacement de nouvelles technologies ou l'ajout de tests supplémentaires tout le long dans la procédure. Et puis essayer à terme qui est dans le programme de dépistage d'introduire la partie prévention primaire, notamment de défragmenter la prévention et le dépistage. Voilà, en introduisant plus, par exemple, les facteurs de risque. Voilà, je vous remercie. J'ai été vite pour la fin ou c'est bon? C'est Voilà. pas grave. C'est pas grave. Merci beaucoup, Annie, pour cette présentation. Merci beaucoup, Mélanie, aussi, pour ces présentations de qualité. Nous avons pas trop le temps pour les questions, mais il y en a une peut-être pour toi, Mélanie, sur les produits complets qui sont plutôt plus riches en pesticides que les produits plutôt raffinés. Leur consommation reste-t-elle quand même bénéfique dans la prévention du cancer colorectal en non bio, sachant que beaucoup de patients donc, ne peuvent pas aller vers ces produits-là par faute de budget?
Oui, donc du coup par rapport à cette question, en fait, à l'heure actuelle, les recommandations, puisque il est évidemment entendu que la consommation de bio n'est pas accessible à malheureusement pas encore accessible à toutes les bourses. Donc les recommandations actuelles, c'est plutôt déjà d'atteindre les recommandations simples en termes de consommation des fruits et légumes, de produits céréaliers complets. Si on peut les privilégier en bio, c'est mieux. Mais de manière générale, c'est aussi important de consommer des fruits et légumes et des produits céréaliers complets. Par ailleurs, la consommation de bio, par exemple, ou de résidus de pesticides en lien avec le risque de cancer, même s'il y a des études il y a quelques études qui ont montré qu'il pouvait y avoir un effet délétère de cette consommation de pesticides via l'alimentation sur le risque de cancer. Voilà, le niveau de preuve par rapport à cet aspect est un peu moins important que par rapport à la consommation de fruits et légumes ou de céréales complètes. Donc, voilà, il faut quand même consommer ces produits. Par ailleurs, donc, le cancer colorectal de mémoire ne fait pas partie des cancers, par exemple, dans les études qui ont été faites sur les résidus de pesticides. Le cancer colorectal n'en fait pas partie, par exemple. Par exemple, et quand on consomme, comme je le disais, quand on consomme des fibres en même temps que des xénobiotiques, donc que sont les résidus de pesticides, les fibres vont au contraire aider à éliminer en fait ces composés potentiellement toxiques. Donc, au contraire, enfin voilà, quand on consomme ce type d'aliments, même en non bio, on peut quand même limiter potentiellement certains aspects délétères. Mais en tout cas, les aliments complets et les fruits et légumes apportent de très nombreux composés qui sont très importants dans le cadre de la prévention du cancer. Donc, il est important de les consommer même en non bio. Merci beaucoup Mélanie. Donc, il y avait d'autres questions. J'ai vu Mélanie que tu as répondu à deux autres questions sur le chat. Wright aussi a assuré la réponse à une question sur l'accès aux tests de dépistage en pharmacie ou auprès des ARS. On a déjà dépassé du minute, mais je vais quand même conclure avec une petite question pour vous, Annick. C'est une question peut-être qui revient souvent. Que font les autres pays européens de mieux que la France, en fait? C'est une question qui revient tout le temps. Pour les dépistages, on aime bien se comparer aux autres, mais pourquoi dans des pays où on arrive à des taux de 50% et en France on Ouais, alors j'en ai pas parlé, oui. C'est vrai que dans d'autres pays, pas la Finlande par exemple, ils sont aux alentours de 70% avec voilà, un test. Il faut savoir que, par exemple, là, j'ai un peu évoqué, et ça serait une piste, hein, et justement, on est en train de l'évaluer, c'est de mettre à disposition le kit de dépistage, invitation, mais de l'envoyer directement à domicile. Et notamment, la Finlande, par exemple, propose cette modalité de mise à disposition qui permettrait d'augmenter peut-être, d'être plus, d'augmenter voilà. Mais il y a d'autres leviers hein, qui permettraient justement, hein, puisque comme vous l'avez vu, hein, c'est aujourd'hui ce qu'on pêche, c'est quand même le taux de participation qui a un impact direct sur les attentes en termes de cancer évité. Voilà. Euh, D'accord. Ok, bah, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. Il me reste donc de vous remercier toutes et à tous d'avoir participé. Un grand merci à Mélanie, Annick et Raif de vos interventions précieuses sur ce sujet. Et merci beaucoup d'avoir aussi répondu aux questions des personnes qui ont participé. Et il me reste donc à vous donner rendez-vous en juin pour le prochain webinaire sur le cholestérol et le cancer. Et vous aurez un peu plus d'informations d'ici là sur la date et l'intervenant. Mais merci encore Annick Wright et Mélanie, c'était vraiment génial. Et à très très vite. Merci.